Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté et je suis l'enseignant qui développe la pédagogie 3.0. Afin de rendre les travaux de M. Hattie accessibles aux francophones, j'ai décidé de faire la traduction de sa conférence que voici. Compte tenu de ce que l'on entend souvent dans les médias, des dires des politiciens et parfois aussi des parents, ça ne se peut pas que ça aille si mal que ça dans les classes. Si je vous demande de penser aux enseignants qui ont eu des impacts profondément positifs sur vous, vous vous en rappelez? Pour moi, c'était M. Tomlinson, M. O'Neill, Ron McDonald, et si vous regardez spécifiquement ce que ces personnes, les qualités qu'elles avaient, c'est souvent parce qu'elles avaient une passion et qu'elles souhaitaient les partager avec vous à propos de ce qu'elles aimaient le plus. Ou dans d'autres circonstances, c'était parce qu'elles voyaient quelque chose en vous que vous ne perceviez pas vous-même. Le fait que vous puissiez penser à ces enseignants est une preuve qu'il y a de l'expertise dans notre profession. Il y a énormément de gens compétents, présentement. Mais en ce moment, nos politiciens, de même que les électeurs, croient en un même problème, soit celui qu'il faille corriger ces enseignants. Il faut trouver des méthodes éprouvées pour que les enfants puissent apprendre, pour trouver des moyens où est-ce qu'on utiliserait des bâtons et des carottes et des salaires liés à la performance des élèves et tous ces autres moyens. Bref, dans un sens, le focus sur les enseignants est justifié. Basé sur les travaux que j'ai menés, de même que plusieurs autres chercheurs, est que la plus grosse source de variabilité en éducation et sur laquelle on a du contrôle est l'enseignant. D'autre part, il faut être très prudent pour ne pas employer cette information et de focusser sur des individus en enseignement ou de les mettre à la source du problème. Ma conférence d'aujourd'hui portera sur l'identification des éléments entourant cette expertise, le fait qu'elle soit déjà présente dans nos classes et le fait de comprendre et de définir cette notion d'expertise. Nous avons une profession étrange et, à l'encontre d'autres professions comme la médecine, l'ingénierie et les peintres, dans notre profession, quand un enseignant débute, on exige d'eux qu'ils soient des experts. Lors de leur première année d'enseignement, ils ont besoin d'être des experts dès le début. Et d'une certaine manière, on les voit comme des vétérans de 21 ans. Si vous regardez dans d'autres professions comme les médecins, ils débutent avec une année d'inscription. La première année s'appelle l'année de pratique. Les peintres passent par une année comme apprentis, où ils ont une série d'étapes pour arriver à être professionnels, et je crois que c'est le genre de démarche qui serait bon d'intégrer dans notre profession. Certainement, ce que j'ai tenté de faire est de regarder toutes les études auxquelles nous avons accès, et il y en a beaucoup, et de positionner les unes par rapport aux autres sur la réussite des élèves. Qu'est-ce que le zéro? Qu'est-ce qui n'a pas d'effet du tout? Et qu'est-ce qui fait décroître la réussite? Et c'est ce que je fais depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire de regarder partout et de collectionner les données. J'en ai près d'1 milliard d'élèves dans ma banque de données, et je peux alors regarder et relativiser toutes les influences en passant par le milieu familial, le directeur, l'école, les finances, les politiques, le curriculum de l'enseignant, et je les ai toutes. Et je les relativise, et demande quel est l'effet de chacun, et j'obtiens une distribution comme celle-ci. Vous pouvez voir ici le point zéro et la zone rouge. Ce sont les influences qui affectent négativement le rendement. Voici la bonne nouvelle. Nous ne faisons pas grand-chose aux enfants qui leur nuit. 95 à 98% des choses que nous faisons au nom du rendement génèrent du rendement. Tout ce que nous avons besoin pour générer du rendement est une fréquence cardiaque. Alors quand les politiciens, les parents et tous les autres se lèvent et disent qu'ils savent comment améliorer l'éducation, ils ont raison. S'ils disent qu'ils peuvent améliorer, c'est vrai car tout le monde le peut. Et c'est un des problèmes en éducation. Nous avons tellement diminué nos attentes concernant le fait d'améliorer notre rendement qu'il y a des enseignants qui viennent et qui disent « Regardez, ceci étaient les notes au début de l'année et voici ce qu'elles font à la fin de l'année. » Selon moi, ce sont des criminels et il faut qu'on s'en débarrasse de ces enseignants parce que tout le monde peut le faire. Mais clairement, vous voyez cette moyenne que je veux parler aujourd'hui, ce point 4. Maintenant, ce chiffre n'est pas important, mais sa relativité l'est. Parce que ce que je cherche à trouver, c'est quelles sont les histoires communes des gens dans la zone verte
versus celle de la zone jaune. Et je suis certain que tous ceux qui sont ici et qui écoutent et regardent et qui ont un enfant dans une école, si je vous demandais si vous vouliez que votre enfant soit dans une classe avec un effet vert ou dans une classe avec l'effet jaune, la réponse est facile, n'est-ce pas? Alors commençons et regardons quelques-uns des effets que je veux vous montrer relatifs à la structure relative. Et je vais vous attirer votre attention concernant que plusieurs de ces éléments de cette liste dominent nos débats en éducation. Il faut donner plus d'argent, réduire le nombre d'élèves par classe, on doit regrouper les élèves par habilité, il faut arriver avec de nouvelles écoles et des écoles plus accessibles. Alors, que pensez-vous de l'effet de ces éléments sur la réussite? Est-ce que vous pensez qu'ils sont au-dessus du point 4, en dessous du point 4? J'ai deux effets différents, alors quel serait leur rang? Bref, je ne peux pas trouver un seul de ces effets structurels qui ont un effet supérieur à 0.4. La majorité des effets sur lesquels nous débattons constamment en éducation ne comptent pas beaucoup. Et je dis nous parce que j'inclus aussi les enseignants. Au niveau de la structure, oui, nous devons les faire comme il le faut, mais en termes de haut rendement, non. Que pensez-vous de ceux-là qui sont attribuables aux étudiants? Nous savons tous que dans les écoles, s'il y avait des bons étudiants, la vie serait beaucoup plus facile. Alors, vous pouvez voir quelques attributs ici. Qu'en pensez-vous de leur effet? Plus grand que le point 4 ou moindre que le point 4? Est-ce que les attributs des jeunes font une différence? Non. Ce qui fonctionne en enseignement fonctionne pour la majorité des enfants, si ce n'est pas tous. C'est très difficile de trouver quelque différence que ce soit. Qu'en est-il des programmes? Je dis ici délibérément les programmes profonds. Ceci est ce que nous entendons tout le temps. Il faut avoir des résolutions de problèmes, il faut avoir de la pensée profonde, des enseignements individualisés, l'apprentissage par problème, synchroniser notre approche avec l'apprenant. Alors, qu'en pensez-vous? Non. Il ne compte pas. Et je veux que vous vous rappeliez ceci quand je vais y revenir dans quelques moments. La technologie. Ah! Tout ce que nous avons besoin est d'un portable et la technologie, et tout sera merveilleux. Mais vous connaissez déjà la réponse, n'est-ce pas? Non plus. Et ce qui est intéressant avec la technologie est que nous réalisons ces recherches depuis près de 40 à 50 ans concernant l'impact des technologies, et on a constamment l'argument que la révolution technologique est sur le bord de se produire, de la nouveauté, de la nouvelle application, de la nouvelle Internet, mais pour les 40 à 50 dernières années, cet effet n'a pas changé. La technologie est la révolution qui arrive depuis 35 ans, et elle n'est pas encore arrivée. Ceux-ci sont les arguments que j'étiquette comme étant de la politique de la distraction. Ce sont les choses qu'on parle si souvent dans notre profession et qui fait que nous évitons de parler des vraies pratiques qui importent pour de vrai. Et je deviens si frustré quand je lis dans les médias, écoute les débats, partout, dans les classes, dans les salles des profs, dans les formations, particulièrement dans les médias, et les politiciens aussi, qui veulent régler ces problèmes. Pourquoi? Pour une raison facile, on peut voir plusieurs de ces éléments. Mais on ne peut pas voir facilement ce qui est de l'autre côté de l'équation. Alors, une de mes missions dans cette conférence d'aujourd'hui est que l'on peut trouver les éléments qui font qu'on ait de l'effet et qui comptent vraiment. Passons aux bonnes histoires. La première chose que l'on observe avec ces chiffres, c'est qu'ils sont dramatiquement différents. Ce que ça veut dire que le plus grand effet en éducation est l'expertise des enseignants. Ce sont les enseignants qui travaillent ensemble. Je vais le répéter, ce sont les enseignants qui travaillent ensemble en contribuant pour comprendre leur effet. Et c'est probablement l'élément le plus puissant dans notre métier quand les enseignants, les directeurs et les dirigeants qui vont dans les classes et qui vont dans les écoles et qui regardent le système en essayant de comprendre leur impact sont ceux qui en ont le plus grand effet. Pas les enseignants qui disent « mon travail est de faire passer la matière » ou « mon travail est de les préparer pour les examens ». Ce sont les enseignants qui veulent comprendre leur effet. Ça me mène à une plus grande question. Que veut dire avoir de l'impact? Et c'est vraiment une bonne question. Et ce n'est pas seulement sur les résultats ou les examens. Un des éléments que je crois essentiels, c'est comment on amène les jeunes à s'engager dans leur apprentissage et qui veulent alors en faire plus.
Et certainement, si vous regardez les attributs des personnes qui vont mieux prédire la santé, la richesse et le bonheur dans leur vie, ce ne sont pas les résultats scolaires. C'est pas plus le nombre d'heures passées à l'école. Alors comment nos écoles peuvent être plus invitantes afin de stimuler les élèves à y revenir? C'est vraiment un élément essentiel qui définit notre impact. C'est d'arriver à comprendre clairement, à chaque leçon, à chaque jour, qu'est-ce que les élèves savent déjà. Parce que c'est le point de départ. Et nous savons alors le chemin qu'il faut prendre pour leur faire vivre le succès. Alors, vous n'allez pas dans les classes et produire une série de matériel intéressant en espérant que chaque élève puisse s'y retrouver. Connaître clairement où un enfant commence. Mais c'est aussi de modéliser et de montrer à quoi ressemble un expert qui réalise avec succès la tâche dès le début. Imaginons ceci. Disons que je vous propose de jouer à un jeu, mais où je ne vous dis pas les règles. Certains d'entre vous se placeraient sur le côté, d'autres sauteraient dans la tâche et essaieraient de jouer, mais vous pouvez vite imaginer le chaos qui se produirait et plusieurs d'entre vous commenceraient à péricliter. Maintenant, certains élèves aiment l'école et feraient n'importe quel jeu qu'on leur demande de jouer. Mais il y a une large portion de jeunes, ceux qui se questionnent souvent, ceux qu'on appelle même les vilains, parce qu'ils ne jouent pas aux jeux qu'on leur propose de jouer. De plus, vous pouvez leur démontrer à quoi ressemble le succès dès le début. C'est un peu comme un jeu vidéo. Pour ceux qui savent que j'ai été passionné par le jeu d'Angry Bird, dans ce jeu, ils savent exactement quels étaient tes succès antérieurs, vos derniers résultats. Alors, ils te proposent une cible, un but, un succès, selon le principe de boucle d'or, pas trop difficile, pas trop facile. Ils t'envoient beaucoup de rétroactions et d'informations et de multiples essais. Beaucoup de persévérance et de pratique pour que vous investissiez afin de réduire l'écart. Et là, que se passe-t-il? Ils augmentent les objectifs et les buts et vous voulez réinvestir et réinvestir. Ce n'est pas différent dans nos écoles. Avec l'exception importante que dans les classes, ils ne voient pas souvent les objectifs dans une séquence de cours. Les fautes et les erreurs. Ce serait quoi le but d'aller à l'école si on savait tout au départ? La raison pour laquelle tu vas apprendre, c'est que tu ne savais pas au départ et que c'est une opportunité incroyable. Et comment pourrait-on amener les écoles et les classes où on pourrait créer des climats avec beaucoup de confiance où ce serait OK de faire des fautes et des erreurs? Maximiser la rétroaction aux enseignants. Comment les enseignants peuvent-ils mesurer leur effet? C'est en analysant les résultats des évaluations de leurs jeunes qu'ils peuvent voir leur effet. Et j'ai parlé un peu plus tôt des programmes profonds. Voici simplement expliqué. Si vous les pensez, vous avez besoin d'avoir des éléments à réfléchir. C'est la proportion des savoirs, beaucoup de choses, et de pouvoir ensuite les relier et de les extrapoler. Si vous apprenez quelque chose pour la première fois, vous allez avoir besoin de beaucoup de détails de surface avant que je puisse vous amener à faire des liens. C'est cette proportion de savoir quand, comme enseignant, de passer des connaissances aux tâches plus complexes qui est la clé. Et le principe de la zone proximale de développement, où les défis ne sont pas trop durs ou pas trop difficiles. Ensuite, où on demande, où on enseigne les stratégies d'apprentissage pour que les élèves pratiquent de leur propre chef et de leur propre chef avec beaucoup de support de notre part comme enseignants pour réduire l'écart entre là où ils sont et là où ils veulent être. En gros, mon message d'aujourd'hui est que ces éléments d'expertise sont incroyablement puissants en enseignant. Aujourd'hui, on se trouve ici en Suisse. Et dans le classement PISA, vous vous retrouvez parmi le top 20 dans le monde. Ça veut dire qu'il y a 150 pays derrière vous. Mon estimation est que dans ce pays, en utilisant la quantité de données que j'ai, c'est que 50 à 60 % de vos enseignants ont déjà ce genre d'effet, sont dans cette zone de désirabilité que je viens de mentionner. Alors, comment pouvons-nous reconnaître ces experts parmi nous? Comment pouvons-nous construire une coalition des volontaires, de ceux qui ont du succès, pour aider à avoir un effet sur la réussite? Comment pouvons-nous avoir une échelle d'excellence en pédagogie? Comment pouvons-nous fuir cette notion qui est plutôt commune en éducation où tous les enseignants ont le même effet? Vous savez que ce n'est pas vrai. Chaque étudiant sait que ce n'est pas vrai. Chaque enseignant sait que ce n'est pas vrai. Mais notre profession est basée sur cette prémisse que cette échelle est horizontale, qu'un enseignant qui a 1 an est équivalent à celui qui a 20 ans d'expérience. Toutefois, je peux vous assurer que l'expertise n'est pas proportionnelle au nombre d'années d'enseignement. Alors, ce n'est pas seulement les années d'expérience que je parle ici.
Et comment peut-on engager les profs sur ces échelons? Dans les autres professions, les docteurs, les ingénieurs et les peintres, ils commencent au bas. Maintenant, on ne dit pas qu'ils sont incompétents quand on va voir un nouveau médecin ou qu'il n'est pas bon. Il y a des standards minimums. Ils doivent consentir à ne pas faire de mal. De la même manière, avec nos nouveaux enseignants qui obtiennent les attentes de base. Plusieurs d'entre eux sont très enthousiastes et ont de nouvelles idées qui leur donnent un excellent avantage à comparer aux autres. Mais comment pouvons-nous, comme dans les autres métiers, avoir des niveaux et des échelles où on se demande constamment quel est l'effet que vous avez et comment démontrez-vous cet effet que vous avez en agissant de la sorte que vous pourrez convaincre vos pairs qu'on peut alors monter sur cette échelle. Et quand on arrive aux enseignants qui sont près du haut de cette échelle, on peut les rendre plus aptes à donner au suivant dans notre profession et d'être engagés à supporter d'autres à monter sur cette échelle de niveau d'excellence. Et tenter de trouver des moyens de convaincre la communauté qu'on a besoin d'excellence dans notre pédagogie, mais que nous ne sommes pas excellents au jour 1. En résumé, dans le domaine de l'enseignement, nous avons une quantité considérable de connaissances au niveau des degrés d'expertise. Amener les débats sur l'excellence et sur les enseignants, il y a tellement d'enseignants qui peuvent participer à enrichir ces débats. Merci de votre attention.